Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trentor. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de mon cycle sur Les Misérables de Victor Hugo. Et je vais vous parler d'un personnage que tout le monde connaît, Gavroche. On a presque immédiatement en tête l'image de cet enfant des rues sur le tableau de Delacroix, aux côtés de la liberté guidant le peuple. Mais que savons-nous vraiment de l'histoire de ce jeune garçon ? C'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, avec quelques extraits choisis afin de faire un peu la lumière sur la philosophie et la vie de Gavroche. Livre 1er de la 3e partie, Marius. Chapitre 12. L'avenir l'attend dans le peuple. Quant au peuple parisien, même homme fait, il est toujours le gamin. Peindre l'enfant, c'est peindre la ville. Et c'est pour cela que nous avons étudié cet aigle dans ce moineau franc. C'est surtout dans les faubourgs, insistons-y, que la race parisienne apparaît. Là est le pur sang. Là est la vraie physionomie. Là, ce peuple travaille et souffre. Et la souffrance et le travail sont les deux figures de l'homme. Il y a là des quantités profondes d'êtres inconnus, où fourmillent les types les plus étranges, depuis le déchargeur de la râpée jusqu'à l'équarrisseur de Montfaucon. Fex eros bis, s'écrie Cicéron. Mob, ajoute Burquier, indigné. Tourbe, multitude, populace. Ces mots-là sont vite dits. Mais soit, qu'importe. Qu'est-ce que cela fait qu'ils aillent pieds nus ? Ils ne savent pas lire, tant pis. Les abandonnerez-vous pour cela ? Leur ferez-vous de leur détresse une malédiction ? La lumière ne peut-elle pénétrer ces masses ? Revenons à ce cri. Lumière. Et obstinons-nous-y. Lumière, lumière. Qui sait si ces opacités ne deviendraient pas transparentes ? Les révolutions ne sont-elles pas des transfigurations ? Allez, philosophes, enseignez, éclairez, allumez, pensez haut, parlez haut, courez joyeux au grand soleil, fraternisez avec les places publiques, annoncez les bonnes nouvelles, prodiguez les alphabets, proclamez les droits, chantez les Marseillaises, semez les enthousiasmes, arrachez les branches vertes aux chênes, faites de l'idée un tourbillon. Cette foule peut être sublimée. Sachons nous servir de ce vaste embrasement des principes et des vertus qui pétillent, éclatent et frissonnent à de certaines heures. Ces pieds nus, ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres peuvent être employées à la conquête de l'idéal. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité. Ce vil sable que vous foulez aux pieds, qu'on le jette dans la fournaise, qu'il y fonde et qu'il y bouillonne, il deviendra cristal splendide. Et c'est grâce à lui que Galilée et Newton découvriront les astres. Chapitre 13. Le petit Gavroche. On remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château d'Eau un petit garçon de 11 à 12 ans qui eût assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eût pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait la faïence, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les passereaux, gaiement.
riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont des hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontre et les broie, mais tant qu'ils sont enfants, ils échappent étant petits. Le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les 2 ou 3 mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors, il quittait le boulevard, le cirque, la porte Saint-Martin, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière et arrivait au double numéro 50-52 à la masure Gorbeau. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes, tous les 4 logés dans le même galetas. Cette famille était la famille du joyeux va-nu-pieds. Il y arrivait et il y trouvait la pauvreté, la détresse et ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entrait, on lui demandait « D'où viens-tu » Il répondait « De la rue ». Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu » Il répondait « Dans la rue ». Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Cet enfant vivait dans cette absence d'affection comme ces herbes pâles qui viennent dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi et n'en voulait à personne. Il ne savait pas, au juste, comment devaient être un père et une mère. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que, sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche ? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. Livre 6 de la partie 4, chapitre 2, où le petit Gavroche tire parti de Napoléon le Grand. Le printemps à Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures, dont on est non pas précisément glacé, mais gelé. Ces bises, qui attristent les plus belles journées, font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Un soir, que ces bises soufflaient rudement au point que janvier semblait revenu et que les bourgeois avaient repris leurs manteaux, le petit Gavroche, toujours grelottant gaiement sous ses loques, se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier des environs de l'Orme-Saint-Gervais. Il était orné d'un châle de femme en laine, cueilli on ne sait où, dont il s'était fait un cache-nez. Le petit Gavroche avait l'air d'admirer profondément une mariée en cire, décolletée et coiffée de fleurs d'oranger, qui tournait derrière la vitre, montrant, entre 2 quinquets, son sourire aux passants. Mais en réalité, il observait la boutique, afin de voir s'il ne pourrait pas chipper dans la devanture un pain de savon, qu'il irait ensuite revendre 1 sou à un coiffeur de la banlieue. Il lui arrivait souvent de déjeuner d'un de ces pains-là. Il appelait ce genre de travail, pour lequel il avait du talent, faire la barbe au barbier. Tout en contemplant la mariée, et tout en lorgnant le pain de savon, il grommelait entre ses dents ceci. Mardi, ce n'est pas mardi. Est-ce mardi ? C'est peut-être mardi. Oui, c'est mardi. On n'a jamais su à quoi avait trait ce monologue. Si par hasard, ce monologue se rapportait à la dernière fois où il avait dîné, il y avait 3 jours, car on était au vendredi. Le barbier, dans sa boutique chauffée d'un bon poêle, rasait une pratique et jetait de temps en temps un regard de côté à cet ennemi, à ce gamin gelé et effronté qui avait les 2 mains dans ses poches, mais l'esprit évidemment hors du fourreau. Pendant que Gavroche examinait la mariée, le vitrage et les Windsor Soap,
2 enfants de taille inégale, assez proprement vêtus, et encore plus petits que lui, paraissant l'un 7 ans, l'autre 5, tournèrent timidement le bec de canne et entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi, la charité peut-être, dans un murmure plaintif et qui ressemblait plutôt à un gémissement qu'à une prière. Ils parlaient tous deux à la fois, et leurs paroles étaient inintelligibles parce que les sanglots coupaient la voix du plus jeune et que le froid faisait claquer les dents de l'aîné. Le barbier se tourna avec un visage furieux et sans quitter son rasoir, refoulant l'aîné de la main gauche et le petit du genou, les poussa dans la rue et referma sa porte en disant « Venir refroidir le monde pour rien !» Les 2 enfants se remirent en marche en pleurant. Cependant, une nuée était venue. Il commençait à pleuvoir. Le petit Gavroche courut après eux et les aborda. « Qu'est-ce que vous avez donc, moutard ?»« Nous ne savons pas où coucher, » répondit l'aîné. « C'est ça ?» dit Gavroche. « Voilà grande chose. Est-ce qu'on pleure pour ça ? Sont-ils sereins, donc ?» Et prenant à travers sa supériorité un peu goguenarde un accent d'autorité attendrie et de protection douce. « Momac, venez avec moi. »« Oui, monsieur, » fit l'aîné. Et les 2 enfants le suivirent comme ils auraient suivi un archevêque. Ils avaient cessé de pleurer. Gavroche leur fit monter la rue Saint-Antoine dans la direction de la Bastille. Tout en cheminant, il jeta un coup d'œil indigne et rétrospectif à la boutique du barbier. « Ça n'a pas de cœur, ce merlon-là, » grommela-t-il. « C'est un angliche. » Ce perruquier l'avait rendu agressif. Il éclaboussa les bottes vernies d'un passant. « Drôle !» cria le passant furieux. Gavroche leva le nez par-dessus son châle. « Monsieur se plaint ? » ?»« De toi ?» fit le passant. « Le bureau est fermé, » dit Gavroche. « Je ne reçois plus de plaintes. » Comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indiquent la boutique d'un boulanger, car on met le pain comme l'or derrière les grillages de fer, Gavroche se tourna. « Ah ça, môme, avons-nous dîné ?»« Monsieur, » répondit l'aîné, « nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin. »« Vous êtes donc sans père ni mère ?» reprit majestueusement Gavroche. « Faites excuse, monsieur. Nous avons papa et maman, mais nous ne savons pas où ils sont. »« Des fois, cela vaut mieux que de le savoir, » dit Gavroche, qui était un penseur. « Voilà, » continua l'aîné, « 2 heures que nous marchons. Nous avons cherché des choses au coin des bornes, mais nous ne trouvons rien. »« Je sais, » fit Gavroche, « c'est les chiens qui mangent tout. » L'aîné des 2 mômes, presque entièrement revenu à la prompte insouciance de l'enfance, fit cette exclamation. « C'est drôle tout de même. Maman qui avait dit qu'elle nous mènerait chercher du buis béni le dimanche des rameaux. »« Non, » répondit Gavroche. « Maman, » reprit l'aîné, « est une dame qui demeure avec Mamselle Miss. »« Tant flûte, » repartit Gavroche. Cependant, il s'était arrêté, et depuis quelques minutes, il tâtait et fouillait toutes sortes de recoins qu'il avait dans ses haillons. Enfin, il releva la tête d'un air qui ne voulait qu'être satisfait, mais qui était en réalité triomphant. « Calmons-nous, les momignards. Voici de quoi souper pour 3. » Et il tira d'une de ses poches 1 sou. Sans laisser aux 2 petits le temps de s'ébahir, il les poussa tous 2 devant lui dans la boutique du boulanger et mit son sou sur le comptoir en criant « Garçon, 5 centimes de pain !» Le boulanger, qui était le maître en personne, prit un pain et un couteau. « En 3 morceaux, garçon !» reprit Gavroche, et il ajouta avec dignité « Nous sommes 3. » Et voyant que le boulanger, après avoir examiné les 3 soupeurs, avait pris un pain bis, il plongea profondément son doigt dans son nez, avec une aspiration aussi impérieuse que s'il eût eu au bout du pouce la prise de tabac du grand Frédéric, et jeta au boulanger en plein visage cette apostrophe indignée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le boulanger comprit parfaitement et répondit « Eh mais, c'est du pain, du très bon pain de 2e qualité. »« Vous voulez dire du larton brutal ?» reprit Gavroche, calme et froidement dédaigneux.
Du pain blanc, garçon, du larton savonné. Je régale. Le boulanger ne put s'empêcher de sourire, et tout en coupant le pain blanc, il les considérait d'une façon compatissante qui choqua Gavroche. « Ah ça, mitron, dit-il, qu'est-ce que vous avez donc à nous toiser comme ça ?» Mis tous trois bout à bout, ils auraient à peine fait une toise. Quand le pain fut coupé, le boulanger encaissa le sou et Gavroche dit aux deux enfants « Morfilez !» Les petits garçons le regardèrent, interdits. Gavroche se mit à rire. « Oh, ça tient, c'est vrai, ça ne sait pas encore, c'est si petit !» Et il reprit « Mangez !» En même temps, il leur tendait à chacun un morceau de pain. Et pensant que l'aîné, qui lui paraissait plus digne de sa conversation, méritait quelque encouragement spécial et devait être débarrassé de toute hésitation à satisfaire son appétit, il ajouta en lui donnant la plus grosse part. « Colle-toi ça dans le fusil !» Il y avait un morceau plus petit que les deux autres. Il le prit pour lui. « Rentrons dans la rue !» dit Gavroche. Ils reprirent la direction de la Bastille. Il y a 20 ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusé dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces, car c'était une pensée du membre de l'Institut, général en chef de l'armée d'Égypte. Nous disons monument, quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon, que 2 ou 3 coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique et avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour, qui ressemblait à une maison. Jadis peint en vert, par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir, par le ciel, la pluie et le temps. En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit, et dit « Moutard, n'ayez pas peur !» Puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant, et aida les mômes à enjamber la brèche. Les 2 enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche, et se confiaient à cette petite providence en guenilles qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là, couchée le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes de devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez !» Les 2 petits garçons se regardèrent terrifiés. « Vous avez peur, môme ?» s'écria Gavroche. Et il ajouta « Vous allez voir !» Il étreignit le pied rugueux de l'éléphant, et en un clin d'œil, sans daigner se servir de l'échelle, il arriva à la crevasse. Il y entra comme une couleuvre qui se glisse dans une fente, et s'y enfonça. Et un moment après, les 2 enfants virent vaguement apparaître, comme une forme blanchâtre et blafarde, sa tête pâle, au bord du trou plein de ténèbres. « Eh bien, cria-t-il, montez donc, les momignards! Vous allez voir comme on est bien. Monte, toi !» dit-il à l'aîné. « Je te tends la main. » L'aîné gravissait tout en chancelant les barreaux de l'échelle. Gavroche, chemin faisant, l'encourageait par des exclamations de maître d'armes à ses écoliers ou de muletier à ses mules. « Ayez pas peur! C'est ça! Va toujours! Mets ton pied là, ta main ici! Hardi !» Et quand il fut à sa portée, il l'empoigna brusquement et vigoureusement par le bras et le tira à lui. « Gobé !» dit-il. Le môme avait franchi la crevasse. « Maintenant, fit Gavroche, attends-moi. Monsieur, prenez la peine de vous asseoir. » Et sortant de la crevasse comme il y était entré,
Il se laissa glisser avec l'agilité d'un ouistiti le long de la jambe de l'éléphant. Il tomba debout sur ses pieds dans l'herbe, saisit le petit de 5 ans à bras-le-corps et le planta au beau milieu de l'échelle. Puis il se mit à monter derrière lui en criant à l'aîné. « Je vais le pousser, tu vas le tirer !» En un instant, le petit fut monté, poussé, traîné, tiré, bourré, fourré dans le trou sans avoir eu le temps de se reconnaître. Et Gavroche, entrant après lui, repoussant d'un coup de talon l'échelle qui tomba sur le gazon, se mit à battre des mains et cria « Nous y voilà! Vive le général Lafayette !» Cette explosion passée, il ajouta « Les mioches, vous êtes chez moi !» Gavroche était en effet chez lui. Oh, utilité inattendue de l'inutile, charité des grandes choses, bonté des géants. Ce monument démesuré, qui avait contenu une pensée de l'empereur, était devenu la boîte d'un gamin. Le môme avait été accepté et abrité par le colosse. Les bourgeois endimanchés qui passaient devant l'éléphant de la Bastille disaient volontiers, en le toisant d'un air de mépris avec leurs yeux à fleur de tête, « À quoi cela sert-il » Cela servait à sauver du froid, du givre, de la grêle, de la pluie, à garantir du vent d'hiver, à préserver du sommeil dans la boue qui donne la fièvre et du sommeil dans la neige qui donne la mort, un petit être sans père ni mère, sans pain, sans vêtements, sans asile. Cela servait à recueillir l'innocent que la société repoussait. Cela servait à diminuer la faute publique. C'était une tanière ouverte à celui auquel toutes les portes étaient fermées. Les 2 hôtes de Gavroche regardèrent autour d'eux et éprouvèrent quelque chose de pareil à ce qu'éprouverait quelqu'un qui serait enfermé dans la grosse tonne de Heidelberg, ou mieux encore, à ce que dut éprouver Jonas dans le ventre biblique de la baleine. Tout un squelette gigantesque leur apparaissait et les enveloppait. Les 2 enfants commençaient à regarder l'appartement avec moins d'effroi, mais Gavroche ne leur laissa pas plus longtemps le loisir de la contemplation. « Vite !» dit-il, et il les poussa vers ce que nous sommes très heureux de pouvoir appeler le fond de la chambre. Là était son lit. Le lit de Gavroche était complet, c'est-à-dire qu'il y avait un matelas, une couverture et une alcôve avec rideau. Le matelas était une natte de paille. La couverture était un assez vaste pagne de grosse laine grise fort chaude et presque neuve. « Môme, à 4 pattes !» dit Gavroche. Ils s'étaient étendus tous 3 sur la natte. Si petits qu'ils fussent, aucun d'eux n'eût pu se tenir debout dans l'alcôve. « Maintenant, dit-il, pioncez! Je vais supprimer le candélabre. » Les 2 enfants considéraient avec un respect craintif et stupéfait cet être intrépide et inventif, vagabond comme eux, isolé comme eux, chétif comme eux, qui avait quelque chose d'admirable et de tout-puissant, qui leur semblait surnaturel, et dont la physionomie se composait de toutes les grimaces d'un vieux saltimbanque, mêlées au plus naïf et au plus charmant sourire. « Monsieur, fit timidement l'aîné, vous n'avez donc pas peur des sergents de ville ?» Gavroche se borna à répondre « Môme, on ne dit pas les sergents de ville, on dit les cognes. » Le tout petit avait les yeux ouverts, mais il ne disait rien. Comme il était au bord de la natte, l'aîné étant au milieu, Gavroche lui borda la couverture comme eût fait une mère, et exhaussa la natte sous sa tête avec de vieux chiffons de manière à faire au môme un oreiller. Puis il se tourna vers l'aîné. « Hein ? On est joliment bien ici !»« Ah oui !» répondit l'aîné en regardant Gavroche avec une expression d'ange sauvé. Les 2 pauvres petits enfants, tout mouillés, commençaient à se réchauffer. « Ah ça !» continua Gavroche. « Pourquoi donc est-ce que vous pleuriez ?» Et montrant le petit à son frère, « Un mioche comme ça, je dis pas, mais un grand comme toi, pleurer c'est crétin, n'a l'air d'un veau. »« Dame, fit l'enfant, nous n'avions plus du tout de logement où aller. »« Moutard, reprit Gavroche, on dit pas un logement, on dit une piaule. Et puis,
Nous avions peur d'être tout seuls comme ça la nuit. On dit pas la nuit, on dit la sorgue. Merci monsieur, dit l'enfant. Écoute, repartit Gavroche, faut plus geindre, jamais, pour rien. J'aurai soin de vous. Tu verras comme on s'amuse. L'été, nous irons à la glacière avec Navet, un camarade à moi. Nous nous baignerons à la gare. Nous courrons tout nus sur les trains devant le pont d'Austerlitz. Ça fait rager les blanchisseuses. Elles crient, elles bisquent. Tu savais comme elles sont farces. Nous irons voir l'homme squelette. Il est en vie, aux Champs-Élysées. Il est maigre comme tout, ce paroissien-là. Et puis, je vous conduirai au spectacle. Je vous mènerai à Frédéric Lemaître. J'ai des billets, je connais des acteurs. J'ai même joué une fois dans une pièce. Nous étions des mômes, comme ça. On courait sous une toile, ça faisait la mer. Je vous ferai engager à mon théâtre. Nous irons voir les sauvages. C'est pas vrai, ces sauvages-là. Ils ont des maillots roses qui font des plis et on leur voit au coude des reprises en fil blanc. Après ça, nous irons à l'opéra. Nous entrerons avec les claqueurs. La claque à l'opéra est très bien composée. Je n'irai pas avec la claque sur les boulevards. À l'opéra, figure-toi, il y en a qui payent 20 sous. Mais c'est des bêtas, on les appelle des lavettes. Et puis nous irons voir Guillotiné, je vous ferai voir le bourreau. Il demeure rue des Marais. Monsieur Sanson. Il y a une boîte aux lettres à la porte. Oh, on s'amuse fameusement. En ce moment, une goutte de cire tomba sur le doigt de Gavroche et le rappela aux réalités de la vie. Bigre, dit-il, v'là la mèche qui s'use. Attention, je peux pas mettre plus d'1 sou par mois à mon éclairage. Quand on se couche, il faut dormir. Nous n'avons pas le temps de lire des romans de monsieur Paul de Kock. Avec ça que la lumière pourrait passer par les fentes de la porte cochère. Et les cognes n'auraient qu'à voir. Et puis, observa timidement l'aîné qui seul osait causer avec Gavroche et lui donner la réplique. Un fumeron pourrait tomber dans la paille. Il faut prendre garde de brûler la maison. On ne dit pas brûler la maison, fit Gavroche. On dit rifauder le bocard. Gavroche en même temps prit la main du petit par-dessus son frère. L'enfant serra cette main contre lui et se sentit rassuré. Le courage et la force ont de ces communications mystérieuses. Le silence s'était refait autour d'eux. Les 3 mômes, plongés dans le sommeil, n'entendaient plus rien. Les heures de la nuit s'écoulèrent. L'ombre couvrait l'immense place de la Bastille. Un vent d'hiver qui se mêlait à la pluie soufflait par bouffées. Les patrouilles furetaient les portes, les allées et les enclos, les coins obscurs, et cherchant les vagabonds nocturnes, passaient silencieusement devant l'éléphant. Le monstre, debout, immobile, les yeux ouverts dans les ténèbres, avait l'air de rêver, comme satisfait de sa bonne action, et abritait du ciel et des hommes les 3 pauvres enfants endormis.